est en fin d'après-midi. Je suis l'obstacle entre vous et la coupe de vin. Donc, j'espère que vous avez assez d'énergie pour une dernière présentation. For my Anglophone folks here, so the presentation will be in French. My slide will be in English. Don't be afraid to ask me questions if you have any. Même chose pour vous, vous avez des questions, levez votre main. Et voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une étude de cas, une campagne qu'on a faite avec Shu Imura il n'y a pas trop longtemps, où les médias sociaux ont été utilisés plus que seulement un outil de communication. Donc, pour commencer, vous devez dire, est-ce qu'il se gars-là en avant? Donc, mon nom, c'est Khoi Truong. Je suis responsable de la vision d'analytique pour L'Oréal Canada. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke en administration. J'ai fait un certificat en marketing à Concordia. J'ai parfait mes connaissances en analytique à l'Université de Colombie-Britannique et de Irvine en Californie. Ensuite, j'ai cherché un certificat en Google Analytics et en Search pour faire de la pub. Donc, quand je ne suis pas ici, chez moi, je gère un blog sur les jeux vidéo et les gadgets. Donc, je review des jeux, je review des gadgets, donc moi-même blogueur. Puis, sinon, je suis dans un autre pays en train de manger de la bouffe bizarre. Mais il ne parle pas de mascara. Ouais, c'est ça. Fait que là, elle dit, what a show-off, please. J'avais besoin de mon moment de gloire, là, un petit 2 minutes. Donc, avant de commencer, peut-être comprendre comment que l'évolution de la communication dans le temps. Donc, back in the days, lorsque j'étais encore gamin, les compagnies envoyaient des messages, des stimulus aux consommateurs. Puis de là, les consommateurs décidaient ou non d'aller en magasin. Donc, quand ils arrivaient en magasin, c'était le premier moment de vérité. Est-ce que j'achète ou non le produit qu'on m'a communiqué? De là, le consommateur achète le produit, retourne chez eux, ouvre le paquet et apprécie ou non le produit, ce qu'on appelle le deuxième moment de vérité. Maintenant, avec plusieurs réseaux de communication, ça a beaucoup changé. Donc, les compagnies comme L'Oréal encore envoient des messages marketing, des stimulus. Mais maintenant, au lieu d'arriver tout de suite en magasin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a le zéro moment de vérité. C'est-à-dire que le consommateur, il est chez eux, n'a pas décidé encore s'il est en magasin, mais il va faire de la recherche pour voir est-ce que ça vaut la peine que j'aille en magasin, premièrement. Donc, de là, l'impact des réseaux sociaux, les blogs, les vidéos sur YouTube, se rend en magasin, on va dire qu'il achète le produit, retourne chez eux, ouvre le paquet, apprécie ou non le produit. Et maintenant, ce n'est pas terminé parce que ce consommateur-là devient à son tour un agent d'influence dans le zéro moment de vérité. Donc, c'est vers ça que nous, on regarde pour bâtir nos campagnes marketing. Chez L'Oréal, quand on regarde un écosystème de marque, on regarde ça en 4 phases. Donc, la première phase, c'est la considération, qui est de là, est-ce que le consommateur connaît ma marque, connaît mes produits? Ensuite, le consommateur va évaluer mon produit à travers, par exemple, des blogs, les réseaux sociaux. Là, va aller en processus d'achat et ensuite va devenir un ambassadeur de ma marque. Une fois qu'il devient un acheteur de ma marque, en fait, le cercle va se dérouler beaucoup plus vite parce qu'il connaît déjà ma marque, il connaît déjà mon produit. Maintenant, il faut juste comment je fais pour que mon consommateur reste loyal à ma marque. Avant de vous parler de la campagne, peut-être que je vais vous parler un peu de l'évolution chez L'Oréal. Pour vous comprenez la structure de notre équipe. Donc, L'Oréal, la digitalisation s'est faite il y a peut-être 3 ans. Donc, on a fait un gros virage. Donc, en 3 ans, on a engagé plus de 10 personnes dans différentes équipes. Donc, comment ça marche? C'est qu'on a 31 marques, à peu près 31 marques, peut-être 32 maintenant. Bon, c'est ça. Acquisition il y a 2 minutes. Répartis dans 4 divisions. Donc, on a la division de luxe qui est ici, la division de produits de masse, la division des produits professionnels, de coiffure et la division cosmétique active. Dans chaque division, il y a plusieurs marques. Puis, la plupart des marques ont quelqu'un en marketing digital. Puis, on a aussi un groupe corporate qui regarde l'ensemble de toutes les marques. Donc, moi, je fais partie de l'équipe corporate. Donc, je regarde l'initiative des marques pour être sûr qu'on partage les best practices across them all. Puis, au niveau des médias sociaux, avant, c'était réparti sur les agences. Puis, il y a 3 ans, on a ramené ça à l'interne. Donc, chaque division a quelqu'un de responsable en médias sociaux. Quand je dis en médias sociaux, ce n'est pas le customer service. Donc, c'est juste, c'est pas juste, mais c'est travailler avec les RP et le marketing pour gérer les plateformes comme Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Vine
C'est ça, dépendant des marques. Donc, c'est comme ça qu'est structurée notre équipe chez L'Oréal. Donc, avant d'arriver au vif du sujet, parlons un peu de Shu Uemura. Shu Uemura est une marque prestigieuse fondée au Japon en 1967 où L'Oréal a fait l'acquisition en l'an 2000. La distribution est très limitée. Au Canada, on parle de Sephora, Oral-N-Few et quelques labés avec notre site e-commerce. Aux États-Unis, on parle de notre site e-commerce officiellement. C'est comme des petits pirates. On essaie de les rattraper. Le challenge ici, c'est que la marque Shu Uemura ne fait pas de pub traditionnelle. Donc, pas de TV, pas de journal, par exemple. Donc, on va essayer. On va essayer, mais on ne fait pas de pub dans les revues. Donc, on se repose beaucoup sur les relations publiques et le bouche à oreille. Autre chose, c'est que c'est une petite marque, donc on n'a pas le levier des grosses marques pour faire des grosses campagnes. Donc, tout l'investissement qu'on met en médias, on doit obtenir un retour sur investissement assez rapidement. Puis la campagne que je vais vous parler ici, c'est en fait c'est un fond de teint. Un fond de teint avec un applicateur. Puis un bout pour la luminosité. Je dis ça, mais je comprends. Tu as l'air à savoir de quoi tu parles. Je vous passe ça ici. Les fonds de teint, c'est les produits les plus durs à vendre en ligne parce que ça fait beaucoup référence à la couleur de la peau, qui est dur à évaluer en ligne. Donc, le challenge pour nous de cette campagne-là, c'est comment vendre le produit en ligne et éviter les retours. Parce que tout le monde peut acheter en ligne, puis après ça, on va avoir une grosse batch de retours. Puis ensuite, comment faire pour aller chercher des nouveaux clients, puis vendre ce produit-ci à nos clients actuels. Donc, ça, c'est le scope de la campagne. Maintenant, que savons-nous sur nos consommateurs? Donc, avant d'arriver tout de suite à créer une campagne marketing, on doit analyser un peu les données qu'on a sur nos consommateurs. Donc, puisqu'on a nos sites e-commerce, on sait le comportement d'achat de nos consommateurs, de consommatrices, en fait. C'est qu'est-ce qu'ils achètent, d'où est-ce qu'ils proviennent, aussi sur quelle plateforme qu'ils vont, Facebook ou sur nos sites web, leur comportement sur nos différentes plateformes. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait sur le marché de la beauté? Parce que si on veut chercher des nouvelles consommatrices, il faut connaître qu'est-ce qui se passe sur la beauté sur Internet. Donc, on sait que les consommatrices de beauté sur Internet, 67 d'entre elles vont aller en ligne pour aller chercher des spécifications de produits et 51 d'entre elles vont aller chercher des évaluations de produits. Elles disent que les sites web des marques ont plus d'influence sur leur achat que les magazines. On sait que celles qui font de la recherche en ligne et qui achètent en ligne prennent 2 fois plus de temps d'acheter le produit que celles qui recherchent en ligne et achètent en magasin. Et elles vont être exposées à 7 points de contact avant de faire leur achat. 55 d'entre elles, durant son processus d'achat, vont regarder une vidéo sur YouTube sur la cosmétique. Et 36 des acheteuses de beauté vont partager, vont discuter avec leur entourage sur la beauté. Donc, si on regroupe ça en 4 buckets, il nous faut du contenu, parce que c'est ça que les filles en beauté recherchent. Il nous faut un site web avec du contenu sur notre site web. Il nous faut aussi augmenter la fréquence du message sur les acheteuses en ligne. Et il nous faut une plateforme sociale. Donc, ça, c'est basé sur les données. OK, il faut créer une campagne qui répond à ces besoins-là. De là, on s'est dit, OK, voici qu'est-ce qu'il faut intégrer. Du contenu avec des évaluations de produits. Il faut créer un site web avec l'information pour que les gens achètent sur notre site web. Parce que justement, le fond de teint, c'est très dur à acheter, à choisir. Offrir une expérience sociale et avoir plusieurs points de contact avec nos consommatrices. Donc, là, on s'est dit, OK, les médias sociaux. Mais ici, les médias sociaux, ce n'est pas seulement Facebook, Twitter, où on envoie des messages. Alors, voici, regarde notre nouveau fond de teint. Il faut regarder ça comme un écosystème, parce qu'en fait, les consommatrices vont, oui, sur Facebook, Twitter, des canaux que nous, on contrôle le message, mais aussi, ils vont sur d'autres canaux qu'on ne contrôle pas. Par exemple, le blog d'une beauty guru. Nous, on ne la contrôle pas,
ce canal-là. Qu'est-ce que cette blogueuse-là, le Facebook de la blogueuse, on ne la contrôle pas non plus. Donc, oui, ça peut créer comme... ça peut être terrifiant parce que les autres, ils peuvent dire n'importe quoi, là. Puis nous, on ne peut rien faire là-dedans. Mais il faut voir ça comme une opportunité parce que c'est augmenter la portée de ton message que tu n'auras plus jamais toi-même à aller chercher. Puis ensuite, vu que nous, on va chercher un retour sur investissement, la capture de data est vraiment importante pour nous autres. Donc, on peut capturer l'information sur la consommatrice, lui vendre directement en ligne, puis ça va soutenir aussi l'évolution future de la marque, avoir des nouvelles consommatrices potentielles. Pour une telle campagne, qu'est-ce qui est le défi? C'est que souvent, les marketeurs, leur connaissance de la capture de data et du potentiel est très limitée. Donc, pour eux autres, ils veulent du sexiness. Sexiness, ça se vend. Fait que quand il arrive le temps de mettre une campagne en place, vu qu'ils n'ont pas cette connaissance-là, il manque beaucoup de morceaux casse-tête. Donc, quand il y a eu le temps d'évaluer le potentiel ou de faire l'analyse de la campagne, on ne peut pas tracker ça ou ça. De là, l'équipe de data, qui est mon équipe, on s'assoit avec l'équipe de marketing pour dire, OK, il faut qu'on travaille ensemble, c'est super important. Mais pour pouvoir capturer l'information, il faut que le marketeur soit comme un peu un architecte. L'architecte dessine sur papier son plan. Mais quelqu'un en marketing devrait faire la même chose. Dessiner sur papier, c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton histoire pour que le consommateur, à travers le temps, qu'est-ce qu'il va vivre dans ta campagne? Sur quel touchpoint il va arriver? Donc, de là, le marketing va faire, OK, il nous faut un newsletter, ça veut dire qu'il nous faut un créatif. Il nous faut une campagne web, il nous faut une bannière web, il nous faut... C'est comme une checklist que le marketeur se fait. Puis nous, les gens de data, on ne sait pas une checklist de créatif. On regarde, OK, ta consommatrice passe d'une bannière à là. Comment je fais pour tracker ça, moi? Puis ensuite, arriver là, c'est quelle information que je veux capturer sur ta consommatrice. Donc, pour nous, on visualise le cheminement des données. Donc, comment on track, comment on collecte, puis comment on va entreposer les données. Donc, la prochaine étape, ici, on va dessiner notre campagne. Okay, mettons que je suis un marketeur, j'aime les trucs bien sexy. Je vais avoir du Facebook, donc j'envoie des messages Facebook à mes fans. Je vais aussi dire, je vais mettre du média dans Facebook pour être sûr de reacher, excusez-moi mon anglicisme, de reacher tous mes fans. Parce qu'on sait que quand on poste un message sur Facebook, on n'atteint pas tout le monde. Donc, on va être sûr d'atteindre tout le monde. On va mettre du média derrière ça. Plus du média pour promouvoir notre nouveau produit à des consommatrices qui n'est pas fan de Chou Imura. On a parlé de contenu. Donc, nous, oui, on pourrait créer du contenu sur nos sites web, mais ça ne va pas chercher des consommatrices potentielles. Donc, on s'est dit, on va travailler avec des blogueuses, qu'eux autres ont des réseaux sociaux sûrement plus gros que le nôtre. Donc, on va faire des collaborations. De là, on va bâtir une plateforme sociale sur Facebook pour capturer les données. Donc, Facebook, ça va être mon centre de capture de données, où est-ce que je vais capturer l'information sur mes consommatrices, leur nom, leur email, leur adresse, tout. Puis, ensuite, une fois que j'ai capturé les données, ça va dans une base de données, je peux leur envoyer un mailing, un échantillon. Donc, ici, ça ressemble un peu, c'est le mailing qu'on envoie avec 2 échantillons. Je vais vous le passer ici. Ça, c'est les fans de Daisy. Oui, ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis ensuite, on va pouvoir aussi leur envoyer un courriel, puisqu'on va capturer leur email, un courriel pour l'inciter à l'achat. Maintenant, le tout va aller sur notre site web où est-ce qu'on va avoir du contenu pour vendre le produit. L'application de Facebook et nos sites web vont contenir un script de retargeting. Donc, on va collecter des cookies. Donc, tous ceux qui visitent la table Facebook, il y a un cookie. Tous ceux qui visitent le site web, il y a un cookie. Un cookie, je dirais que ce n'est pas une mesure populaire encore. Mais pour nous, un cookie, c'est comme une adresse courriel. Nous, on a encore plus d'informations qu'une adresse courriel. On sait quel type... Nous, on utilise le cookie de Google. Donc, quel type de site web aussi tu regardes? Est-ce que tu regardes des sites web sur la cosmétique, sur la mode? Est-ce que tu regardes des vidéos sur Internet? Tu as quel âge? Tu viens de où? D'où tu traînes habituellement? Sur nos sites web, est-ce que tu viens regarder seulement les produits de beauté, les produits de la peau aussi? Donc, les cookies contiennent beaucoup d'informations que nous, ensuite, on segmente pour envoyer des bannières. Donc, tous ceux qui vont acheter sur nos sites web,
on ne va pas les retargeter avec cette bannière-là. On va faire peut-être envoyer une autre bannière de retargeting sur un autre produit complémentaire à celle-ci. Le tout supporté avec des publicités search, parce qu'on sait qu'une fois que le buzz va être parti, le monde va chercher notre marque et notre produit sur les moteurs de recherche. Donc, voici l'architecture de notre campagne. Maintenant, puis de là, l'équipe de données peut voir quels sont les points qu'on peut tracker ici. Allons plus en profondeur dans la campagne. On va parler de contenu et de réseaux sociaux. Donc, on s'est dit, OK, il faut créer du contenu, il faut créer des évaluations de produits, mais si on les crée sur notre site, la portée n'est pas si grande que ça. Donc, on a travaillé avec une agence qui s'appelle Made in Blog. Elle gère beaucoup de blogueuses aux États-Unis et au Canada. On s'est dit, on va choisir 16 blogueuses. As-tu ça, 16? Ouais. 16 blogueuses aux États-Unis. Mais pourquoi aux États-Unis? En fait, on a choisi les blogueuses aux États-Unis parce qu'ils atteignent une masse critique. En plus que les beauty gurus, je les appelle même comme ça, ne font pas de différence si l'évaluation est faite par quelqu'un aux États-Unis ou quelqu'un au Canada. Pour eux, c'est l'Internet. Donc, c'est pour ça qu'on est allé chercher des blogueuses aux États-Unis, mais pas n'importe quel. On regarde surtout c'est quoi leur reach de leur site web, plus leur reach de leurs réseaux sociaux, puis c'est quoi leur ligne éditoriale. Est-ce qu'ils répondent oui ou non? Comment ils maintiennent en fait leurs réseaux sociaux? C'est très important pour nous. Donc, avec 16 blogueuses, on a réussi à faire 19 posts, donc soit des articles sur Internet ou des vidéos. Ça a généré 110 000 views. On a généré 7 500 likes sur Facebook et Instagram. Puis d'ailleurs, grâce à cette campagne-là, on a pu voir qu'Instagram a un plus grand potentiel qu'on pensait. Donc, la prochaine campagne, on s'en va sur Instagram, justement. Puis ça a généré plus de 40 backlinks, donc des liens pointant vers notre site web, qui est excellent aussi pour le SEO. Donc, en travaillant avec les 16 blogueuses, on a pu créer ça, que nous, on n'aurait pas pu créer par nous-mêmes. Oui, monsieur. Excusez, je ne connais pas beaucoup cet univers-là. Est-ce que les blogueuses, on les aborde comme des journalistes ou c'est contre rémunération? Je vais arriver là, en fait. Okay. Parce que, juste finir par l'augmentation des recherches dans Google, en fait, qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'avec cette campagne-là, il y a eu beaucoup de buzz sur Internet, puis ça a augmenté de 11 la recherche de notre marque sur Google aux États-Unis et de 6 des recherches au Canada. C'est pour ça que la pub sur Google, c'est super important dans ce type de campagne-là. Pour revenir à ta question, on a un code d'éthique quand on travaille avec les blogueuses. Parce que oui, on travaille avec une agence qui les gère, donc il y a une partie que c'est des posts naturels, il y a une partie que c'est des posts sponsorisés. Donc, le code d'éthique, en 3 points, c'est il faut que la blogueuse soit authentique. Donc, n'accepte pas de campagne si ce n'est pas dans ta ligne éditoriale. Deuxièmement, c'est il faut que tu sois honnête. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux. T'aimes ou t'aimes pas le produit, as long as c'est argumenté. Troisièmement, il faut que tu sois transparent. Si tes articles-là, on t'a payé pour l'écrire, tu dois l'écrire que c'est sponsor. Même chose que si c'est un tweet qu'on t'a dit d'envoyer, il faut que tu dises que c'est sponsor. Parce que nous aussi, on va être transparent avec nos consommatrices. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est ça. Donc, c'est une campagne payante pour eux. Donc, cette initiative-là, en travaillant avec les blogueuses, a amené 11 des ventes totales de tous nos produits de fond de teint. C'est extrêmement gros si on compare à notre campagne Facebook qui a amené seulement 3 des ventes. Puis en plus, si on regarde en termes de retour sur investissement, donc l'investissement pour créer le contenu avec le blogueuse, on a eu un retour de 300 de notre investissement. Donc, c'est quelque chose qu'on s'est dit, OK, travailler avec des blogueuses, c'est top-notch. Donc, on va répéter le même type de campagne la prochaine fois. Maintenant, si on parle de la collecte de données. Donc, une fois que le buzz est créé, on amène tout le monde sur Facebook. Notre application Facebook, on l'a travaillé avec notre agence qui s'appelle OfferPop. Donc, c'est en plusieurs étapes, je dirais. C'est comme un funnel de conversion. Par étape, si tu n'es pas fan de la page, tu ne peux pas voir le concours. Donc, c'est une page concours. Il y a une fan gate, tu dis « Oui, je suis fan. » Bang, fan. Nous, on acquérit un fan. Yes. Mais maintenant, pas parce que tu es fan que tu participes au concours. Il faut que tu remplisses cette page d'information. À remplir la page d'information, bang,
on gagne les emails, la collecte de données. Puis de là, en fait, on envoie le courriel pour inciter à l'achat et aussi le sample. Maintenant, on s'est dit, OK, on va encore aller chercher plus de monde. On a mis en place un programme de référencement. Donc, si tu réfères à 2 de tes amis, on va t'envoyer le sample, comme je vous ai montré. Donc, elle doit référer à 2 amis pour recevoir le sample. En mettant ça, on a eu 30 000 fans qui ont participé à ce programme de référencement-là. Mais si tu réfères à 5 de tes amis, on te donne le produit complet. Fait que ça, on a eu 100 fans qui ont participé à ce programme-là. 100, oui. Donc, ça n'a pas coûté si cher que ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 100 pots pour aller chercher 100 x 5, tu sais, c'est ça. Oui, monsieur. Même si on est que 100, comment on a réussi à distinguer les chasseurs de prix, ceux qui veulent juste... Les chasseurs de prix. Vous avez une rémunération derrière de certaine façon. Finalement, se retrouver avec un programme d'acquisition qui, même s'il a un certain coût, c'est quoi le retour sur investissement sur le long terme? Est-ce qu'ils sont revenus? Est-ce que derrière, il y a un comportement d'achat qui a été observé sur votre plateforme ou quoi que ce soit? Ouais. Là, en fait, c'est juste les fans, c'est pas les ventes que vous doivez... Non, c'est ça. Mais à la fin, j'ai des chiffres de vente pour vous arriver. Donc, vu que sur notre page Facebook, tu dois remplir l'information puis donner ton email, est-ce que tu opt-in ou non? Ça, c'est à la discrétion de l'usager. Il y a une nouvelle loi qui s'en vient en plus sur les opt-in. Donc, on a eu un opt-in rate de 57 %. Donc, 57 % du monde, oui, je vais opt-in à ta database. Notre benchmark à l'interne, c'est 50 %. Donc, de là, on est comme « yes ». Puis là, à la fin, quand on regarde les résultats, donc aux États-Unis, on a eu plus de 22 % de fans, qu'habituellement, dans un mode naturel, à peu près à plus 3 %. Au Canada, plus 283 %. En termes de base de données, aux US, on a eu plus 11 % de nouvelles adresses email. Au Canada, plus 50 % Donc, quand on regarde ça en termes de coût, ça nous a coûté, si je me rappelle bien, 1,67 $ par fan de cette campagne-là. Et donc, 1,67 $ avec un opt-in de 57, mettons, ça a coûté 4 $ par courriel. Donc, c'est dit, hey, ça, c'est winner, là. 1,67 $ par fan, 4 $ par courriel, ça ne coûte pas cher pour une acquisition de campagne. Ce consommateur-là, il est à vous dans votre base de données. Oui, exact, c'est ça, c'est ça. Les bases de données, ça peut coûter, selon le niveau populaire, 10, 15, 20 $ le nom. Mhm. Alors, si on calcule 4 $ pour un nouveau consommateur, C'est ça. qui est dans votre message. As-tu un lifetime value pour ce genre d'adresse courriel-là qui investit? En fait, je dirais que oui, il y a des gens là-dedans qui sont des coureurs de concours, puis c'est des deal hunters aussi. Donc, le lifetime value, présentement, on ne le sait pas, on vient juste les acquérir. C'est ça. Donc, il faut vouloir évaluer avec le temps ces adresses d'opt-in-là, comment ils valent dans le futur. Mais oui. J'ai un petit commentaire sur les deal hunters, les Madame Concours. Ils sont souvent un petit peu considérés avec un peu de je ne vais pas dire mépris, mais un petit peu de... Et puis, moi, je les défends toujours beaucoup. Ah, OK. Parce que ce sont de très gros consommateurs. Oui, c'est vrai. La raison pour laquelle ils participent à tout ça, c'est parce que c'est des gros acheteurs, c'est des grandes consommatrices, et puis on devrait les aimer. C'est un jeu. Ils sont dans un C'est jeu. compulsif. Si tu veux jouer avec eux autres, c'est votre récompense. Les gens qui achètent des idées du fond, quand on regarde leur robe et leur regarde manger, c'est fou. Et leur pharmacie de produits de beauté, c'est comme des extrêmes consommateurs. Alors oui, c'est des gros couponneurs, mais c'est souvent... C'est ça. Souvent, le panier d'achat est, je dirais, pas élevé, mais ils vont acheter plusieurs fois durant l'année quand on est en promotion. Ça ne veut pas dire que ça va être un client qui va être facile à fidéliser et de pouvoir garder pour longtemps, parce qu'ils cherchent à consommer quand Ouais. c'est à rabais. Exact. Oui. Pardon? Si je me rappelle bien, c'était comme il y a 2 mois. Donc, c'est assez récent. C'est ça. Mais j'ai des retours. Ça a été, on a eu un ROI positif dans le moment de la campagne, en fait.
Donc, au niveau du site web, parce que les sites web, on sait que c'est très important pour les consommatrices, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que sur la homepage, on a eu 2 liens. Un lien qui pointe vers un outil qu'on appelle Foundation Finder, un lien par les commentaires des blogueuses. Donc, le contenu que les blogueuses ont fait, leur évaluation de produits, on a créé une page pour les agréger. Donc, en fait, les consommatrices qui vont sur notre site ont déjà des évaluations des produits faites par les blogueuses sur nos sites. Puis ensuite, on a bâti une page qui s'appelle The Foundation Finder. C'est que, vu que le teint de la peau, c'est très difficile à évaluer en ligne, les consommatrices se sont comme, je dirais, projetées à une blogueuse. Ah, cette blogueuse-là a à peu près la même fond de teint que moi. Donc, on a bâti une page qu'il y a plusieurs blogueuses quels produits qu'ils ont choisi pour leur fond de teint. En même temps, puis ces consommatrices-là ont consommé le contenu de ces blogueuses-là. Donc, c'est OK, oui, elle a le même problème que moi, le même fond de teint, elle a la peau sèche et tout. Donc, notre objectif de cette campagne-là, c'est que les ventes du produit représentent 8 du total weight of business de L'Oréal de Shu Uemura. Et le résultat, c'est qu'on a eu 12 de weight of business aux US et 10 de weight of business au Canada. Donc, on a excédé notre objectif en termes de vente de ce produit. Donc, en gros, c'est ça la campagne. Maintenant, on a collecté plein de cookies. Okay? Fait que là, on dit, hey, ben, on ne va pas les utiliser tout de suite parce que les cookies, ça dure quand même assez longtemps. On va l'utiliser à la prochaine campagne. Donc, déjà, on va partir avec un pool de consommatrices qu'on a capturées pour leur pousser un nouveau produit, puis en même temps réduire nos coûts d'acquisition. Donc, en résumé, il faut vraiment comprendre le comportement de... As-tu demandé à tes consommatrices de venir critiquer ton produit après qu'il ait fait l'achat? Est-ce que c'est dans vos plans de fermer la boucle ou de dire... parce que tu parlais dans votre architecture de base, c'est quelque chose que vous vouliez, quand tu recommandes, quand tu cookies, c'est une façon de les communiquer, mais est-ce que tu as suscité une demande de feedback de leur part? Comment il a aimé le produit après? Présentement, on n'a pas de système automatisé qui le fait. Okay. Donc, ça va être un processus manuel avec le marketing. Ouais. Mais on est en train d'intégrer un système d'automatisation d'email. Donc, ça va faire partie de nos différents scénarios qu'on a pré-bâtis. Puis, vous ne voulez pas leverager vos blogueuses pour leur demander, après la campagne, de dire, à un moment donné, faites une sollicitation, ils ont acheté le produit, ils l'ont aimé, ou c'est pas quelque chose que vous voudriez essayer? Bien, en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec les blogueuses, c'est qu'on leur fournit un coupon code unique. C'est de là qu'on peut tracker, en fait, les ventes. C'est que chaque blogueuse avait leur link unique avec le code promo, puis on pouvait voir quelle blogueuse faisait comme ramener plus d'argent. C'est comme ça qu'on track. Donc, pour faire un recap de la campagne, c'est que c'est important de comprendre, c'est le comportement en ligne de vos consommatrices, je suis sûr qu'en beauté ou dans une autre industrie, c'est très différent. Aussi, être un architecte. Je trouve que cette partie-là est très importante, parce que présentement, là, on l'a fait, parce que c'est une campagne qu'on avait les mains dedans, mais des fois, il peut y avoir des campagnes marketing, c'est fait un peu broche à foin. Fait qu'à la fin, il manque beaucoup de morceaux, puis on ne peut pas évaluer le retour sur investissement. Aussi avoir la pensée data. Donc, la pensée data, c'est pas hey, je suis bon à Excel, c'est pas ça la pensée data. La pensée data, c'est je veux collecter de l'information, puis je vais faire de quoi avec. Parce que l'information collectée toute seule, ça ne vaut rien. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec cette information-là? Aussi, penser que les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement des canaux qu'on contrôle, il y a aussi cet écosystème et comment, justement, profiter de cet écosystème-là. Puis, être consistant dans le message. Comme nous, on avait les blogueuses, les différentes blogueuses, qu'on a repris leur contenu pour leur mettre sur notre site web. Donc, voici la campagne qu'on a faite de Shu Uemura, puis ça a très bien fonctionné. Bravo. Je vais avoir peut-être encore quelques questions. De toute façon, on va avoir le panel, mais moi, j'en aurais peut-être deux. C'est la première chose, c'était est-ce que malgré tout, on dit que c'est un produit qui est très difficilement vendu en ligne. Est-ce qu'il y a eu, disons, une croissance anormale de vente en ligne ou
finalement, on allait au retail l'acheter, le produit, parce que de toute façon, il était juste disponible en ligne aux États-Unis. C'est ça. Donc, la plupart des ventes sont faites aux États-Unis. On a regardé nos retours, en fait. C'est ça qui est important, parce que là, tout le monde dit « Hey, wow, vous avez fait des ventes! » Mais les retours, eux autres. Ouais. Donc, nous, notre benchmark, c'est 2 puis ce produit-là a fait du 2 Donc, on n'a pas eu plus de retours sur ce produit-là qu'un mascara, par exemple. Donc, ce qui veut dire que notre tactique de Foundation Finder, ça a bien fonctionné avec les blogueuses aussi, le contenu créé. Puis comment on peut, autre question, les gens qui sont au point de vente, est-ce qu'eux ont été vraiment très alimentés par cette campagne-là? Parce est-ce qu'ils savaient quand la consommatrice arrivait au point de vente, je dirais au Canada, que si elle allait chez Old Renfrew ou Labbé, ils ont été feedés sur ce qui se passait sur ce projet-là? Je dirais, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que, comme le produit n'était pas disponible partout, est-ce qu'il y avait un genre de store locator? On a un store locator sur nos sites web, oui. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est un produit très niche. Shimura, c'est une marque très niche. C'est assez cher. Donc, ceux qui... C'est pour ça que tu as perdu le coup, d'ailleurs. Oui, c'est juste comme disparu. Arrêtons de regarder. C'est Benoît. On est là, on se dit, ben voyons. C'est Benoît qui l'a mis dans sa poche. Benoît, il trouve que ça va bien avec ça. C'est ça. Oui, donc c'est un produit très niche. Donc, les gens qui savent où est-ce qu'ils peuvent se procurer, les consommatrices, ils savent déjà, oui. J'ai une autre question. Tu as dit que ça prenait 7 points de contact Ouais. sur Internet pour en arriver à un achat. Ouais. Ce set-là, il vient où? Il vient-tu de vos autres campagnes passées? C'est un benchmark Non, c'est à en Montréal ou c'est une donnée générale? C'est une donnée qu'on a travaillé avec Google. Les autres, ils ont ressorti une recherche sur la beauté, justement, la beauté en ligne. De là, toutes les données que je vous ai présentées. Donc, eux autres, ils ont identifié que les filles qui achètent de la beauté en ligne, ils vont être exposées à 7 points de contact avant de faire leur achat. Ce qui veut dire que... C'est une donnée qui est ouais. bonne pour la beauté. C'est ça. Je te parle de YouTube, il faut que j'aille chercher la donnée. Oui, exact. Ouais. Donc, la fréquence du message est assez importante. Ouais, c'est quand même... Oui, c'est beaucoup. Comme un contact marketing, quand même. Oui, mais je pense là-dedans, il y a beaucoup de, mettons, il y a une vidéo, il y a peut-être lire 2-3 blogs. Vous en avez pas fait de vidéo? Moi, c'était une chose Non, on n'a sur pas... l'application, où tu sais, t'as la petite bebelle, moi, j'ai même vu ça, moi, ce que Ouais. t'as avec, là. Ben, on voyait tantôt une image de vidéo, mais ça avait l'air d'une donnée. Mais c'est ça, c'est pas nous qui avons produit de vidéo. On s'est dit, ben, nous, si on produit de vidéo, ça va coûter très cher. Ben ouais. Premièrement, on se dit, hey, ben, puis on n'a pas le même leverage que les blogueuses. Fait qu'on va dire aux blogueuses, prends ta petite caméra à 100$, fais ton propre vidéo, puis tu vas atteindre plus de monde que nous si on le fait. Donc, c'est comme ça qu'on Tu va. payes un mannequin professionnel et tout le kit avec Ouais, les gens. exact.